Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on est ravis de vous retrouver comme tous les jeudis avec Philippe David. On parle automobile et on est ravis d'accueillir nos invités dans un instant. Au sommaire de cette émission, dans un contexte de tension entre les industries automobiles européennes et chinoises, l'organisation professionnelle française Mobiliance est allée à la rencontre des acteurs de la mobilité en Chine avec une délégation de 80 leaders automobiles français pour prendre la mesure de la transformation du plus gros marché mondial de voitures électriques. L'objectif, rencontrer les autorités chinoises et les acteurs majeurs du secteur à l'occasion du Salon de Pékin pour renforcer la coopération entre les deux pays à l'heure du 60e anniversaire de l'amitié franco-chinoise. Et puis l'une des pièces maîtresses de cette organisation diplomatique, de cette délégation, est avec nous ce soir. Xavier Oran, délégué général de Mobiliance. Bonsoir. Et bonsoir, le groupe Cécile. Crédit Agricole, devenu une référence en Chine depuis de très nombreuses années, et aussi aujourd'hui un acteur majeur de la mobilité. On en parlera avec Vincent Carré, directeur des services de mobilité Crédit Agricole Consumer Finance. Vous me passerez l'accent. Premier marché mondial, premier exportateur, premier producteur. Quelles sont les perspectives d'avenir du marché chinois? On en parle avec le passionnant Rémi Cordubert qui est avec nous, président fondateur de Strat Anticipation. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix qui font rouler la France. Spécial Pékin 2024. Les vraies voix Sud Radio. Et il y a 4 jours de la visite de Xi Jinping dans le cadre du 60e anniversaire de cette reconnaissance diplomatique et à la suite de l'organisation de cette délégation française en Chine, organisée par l'organisation professionnelle, on le disait, française Mobiliance. On fait le point avec Xavier Oran qui est avec nous, délégué général de Mobiliance. Bonsoir. Bonsoir. Merci Bonsoir Cécile. d'être avec nous. Très bon timing de cette délégation organisée il y a 1 an. On tombe à peu près... vous étiez en Chine avec cette délégation il y a la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est le président chinois qui est là. Le but de cette délégation, c'était quoi ? C'est très simple. Le but de cette délégation, d'abord, vous venez de le dire tous les deux, ça s'inscrit dans un agenda particulier. Bien sûr, il y a la visite officielle du président chinois à partir de lundi prochain, mais cette visite ne tombe pas par hasard à plusieurs égards. Le premier déclencheur, c'est effectivement le 60e anniversaire de la reconnaissance diplomatique par Paris de la République populaire de Chine par le général de Gaulle en 1964. Et il nous avait semblé que cette date était importante, était même incontournable pour la France et faire en sorte, dans le contexte très particulier, très singulier de la filière automobile, on en reparlera sans doute tout à Bien l'heure, sûr. Oui. de faire en sorte de renouer l'image de la France avec la Chine et de montrer que le savoir-faire français y est encore extrêmement présent, beaucoup plus qu'on ne l'imagine, et notamment au travers de la filière des équipementiers que nous avons pu visiter, en particulier Forvia, Valeo ou Bosch. Le savoir-faire français est au premier rang là-bas en Chine, notamment dans la province de Wuhan ou de Shanghai ou de Pékin. Ça, c'était un premier déclencheur. Avec Michelin aussi. Avec Michelin, vous avez parfaitement raison, que j'ai oublié, j'en suis complètement coupable. Michelin est une boîte française absolument exceptionnelle qui a été parmi les premières à s'installer, à s'implanter en Chine avec le succès que l'on connaît. Et la marque française qui a la meilleure image de marque dans le monde. Absolument. Le deuxième déclencheur, c'était évidemment le salon automobile de Pékin qui a ouvert ses portes. On va en reparler très probablement dans un instant. Et le troisième, qui nous tenait également à cœur, c'était de fédérer une délégation française digne de ce nom, riche de talents extrêmement variés, du Crédit Agricole Consumer Finance à des experts comme Rémi qui sont reconnus de manière très importante au sein de notre filière automobile, mais aussi la plateforme automobile avec Luc Châtel et Marc Mortureux, La Fièvre, les équipementiers, avec Claude Chab, Jean-Louis Pêche. Et puis nous avions le grand privilège d'avoir un homme qui est sans aucun doute le plus fin connaisseur de la Chine depuis maintenant plusieurs décennies, qui est Jean-Pierre Raffarin, qui a une connaissance très approfondie d'une culture très complexe, millénaire, on l'oublie, mais c'est 5000 ans d'histoire, c'est une des civilisations... qui joue un rôle très important encore aujourd'hui. Et qui joue un rôle officiel aux côtés du président de la République, entre la France et la Chine. Il préside une fondation qui s'appelle Prospective et Innovation, et il nous a aidés, accompagnés de ses conseils pour nouer un certain nombre de contacts à la fois politiques, économiques, et puis d'avoir
un déplacement qui ait du sens par rapport à l'agenda diplomatique dont on parlait à l'instant, cette visite officielle du président chinois qui sera très probablement suivie par une visite du président Macron en Chine dans les mois qui suivront. C'est tout un travail en fait qui a été réalisé en amont avec Business France, avec l'ambassade de France en Chine, avec les autorités chinoises elles-mêmes. Au total, notre délégation française n'est pas passée inaperçue. Et il s'est trouvé, hasard des agendas, qu'elle se situe avant la visite officielle du président chinois et qu'elle se situe après la visite du chancelier allemand en Chine. Et donc, c'était important qu'une délégation de 90 dirigeants, en fait, de la filière française au sens large, soit finalement fédérée et que Mobillon s'en ait pris l'initiative. Nous en sommes très heureux, mais l'important, c'est l'image de la France en Chine. Avant de faire une petite pause, l'intérêt aussi, c'est vrai qu'on voit la Chine de loin, c'est aussi important pour tous ces acteurs majeurs d'anticiper, peut-être d'aller voir sur place en disant... Bien sûr, on ne voit pas un pays, on ne peut pas comprendre un pays aussi complexe d'une telle immensité. En termes d'immensité, pour vos auditeurs, c'est l'équivalent de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. C'est 56 nationalités. C'est un pays plein de contrastes. C'est un pays qui est rempli de paradoxes. C'est un pays très sensible, avec beaucoup de comment dirais-je de choses très fortes dans leur âme, dans leur peuple, dans leur culture. Donc qui est ouvert quand même. C'est un peuple qui est sorti, comme le disait Deng Xiaoping, de la grande marmite collective en 1978. Et depuis 1978, qui s'ouvrait à l'époque, en fait, ils ont fait ce qu'ils ont appelé un demi-tour idéologique. Les résultats sont absolument extraordinaires. Et ça, il faut le respecter, parce que ça s'est pas fait tout seul. C'est l'énergie d'un peuple, et l'énergie de ce peuple doit se respecter. Et donc on ne voit pas les mêmes réalités lorsqu'on commente les réalités chinoises à 10 000 kilomètres que lorsqu'on y est. Et donc faire l'effort d'aller à Pékin, d'aller à Wuhan, de voir concrètement nos interlocuteurs, de voir les voitures, de voir la rue, la respiration de la rue, de voir cette jeunesse, d'ailleurs ultra féminine et connectée, vivre au sein du salon automobile de Pékin. C'est une fête automobile incroyable où on célèbre une puissance, cette fameuse puissance de l'empire du milieu. Eh bien, il faut le voir. Ce sont nos partenaires. Ils nous jettent un défi absolument gigantesque à l'Europe et aux États-Unis, sans aucun doute, idéologique, militaire, économique, technologique. Mais c'est aussi un défi culturel. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai noté des nombreuses interventions de Jean-Pierre Raffarin, c'est qu'il nous disait que les générations précédentes s'étaient frottées à la culture américaine dans les années 50, 60, 70. Et aujourd'hui, il est important que notre jeunesse comprenne tout l'intérêt d'aller à la découverte, de s'ouvrir. On s'enrichit en s'ouvrant, de découvrir cette civilisation qui aujourd'hui a réussi sa conversion au capitalisme de manière absolument, encore une fois, extraordinaire. Songez que depuis la parution du livre d'Alain Peyrefitte en 1973, que tout le monde connaît, intitulé « Quand la Chine s'éveillera », en fait, c'était une citation Napoléon qu'on prête à Napoléon. On le prête à Napoléon en 1816. Qui avait ajouté « Le monde tremblera ». Le monde tremblera. Laissez la Chine dormir, car lorsque la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Eh bien, depuis 1973, la Chine est passée de peser 3% dans le PIB mondial à cette époque-là. Elle pèse aujourd'hui quasiment 20%. On va en parler dans un instant. Allez, on fait une petite pause. Les vraies voix qui font rouler la France, deux acteurs, des acteurs majeurs avec nous, en tout cas un analyste. Vous allez comprendre ce marché chinois avec Rémi Corneberg qui est avec nous, et puis avec Vincent Carré et le Crédit Agricole qui est quand même en Chine depuis de longues années, qui connaît bien en tout cas ce continent. On revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France.
Les vraies voix qui font rouler la France après une semaine passée en Chine, à Pékin, à Yuan, avec une délégation française organisée par l'organisation professionnelle française Mobiliance. Et avec nous, Xavier Oran, bien entendu, pour en parler. Et puis aussi le Crédit Agricole, le groupe Crédit Agricole, avec Vincent Carré, directeur des services de mobilité Crédit Agricole Consumer France, et Rémi Cornubert, président fondateur de Strat Anticipation, avec qui on évoquera bien entendu le marché chinois, parce qu'il y a plein de choses à dire. En revanche, le Crédit Agricole aujourd'hui, forcément institution en Chine depuis des années, et depuis quelques temps, finalement est rentré sur le marché de la mobilité avec fracas, puisque énormément de propositions, et on sent qu'il y a une vraie envie, en tout cas, d'aller sur ce terrain-là, sur plein de sujets. Vincent Carré. Ah oui, alors on est vraiment dans une grande accélération sur la mobilité. Historiquement, le Crédit Agricole faisait beaucoup de crédits automobiles. Et puis, on a eu l'opportunité ces dernières années, avec un certain nombre de mouvements stratégiques, de rentrer notamment sur la location longue durée, qui est certainement l'avenir du financement automobile. Donc, énormément d'initiatives de notre côté, un très gros partenariat avec Stellantis pour créer l'Isis, qui est le 3e loueur européen aujourd'hui. On a rattrapé probablement tout notre retard en location en 2 ans. Et puis des mouvements aussi qui sont très au niveau des territoires, avec Agilauto, qui est le loueur de nos banques de détail, donc le loueur de nos caisses régionales du Crédit Agricole, avec une présence extrêmement forte dans les territoires. Des initiatives aussi de services, d'autopartage rural. Enfin, on est en train doucement de prendre une place très très importante dans la mobilité. On reste bien sûr modeste. Nos concurrents ont beaucoup plus d'antériorité que nous, mais on est animé par une vraie dynamique et avec je pense une vraie vision. Un enjeu et une envie de devenir aujourd'hui, à quelques années, le leader mondial. Oui, le leader. En tout cas, si ce n'est le leader total, en tout cas le leader sur la mobilité verte, la mobilité électrique, qui est la mobilité de demain, la mobilité qui respecte plus la santé de nos concitoyens, et puis qui respecte plus le monde. Et nous sommes vraiment très engagés dans cette démarche-là. Comme nous arrivons un peu plus tard que les autres, c'est plus facile aussi d'aller dans cette logique-là, mais nous y sommes très engagés. Est-ce qu'on change la manière de consommer l'automobile ? À l'époque, on achetait la voiture, souvent neuve, etc. Maintenant, c'est du leasing. Vous avez beaucoup d'offres. Est-ce qu'on a changé de manière de consommer la mobilité, la voiture ? En clair, est-ce qu'on sera encore propriétaire d'une voiture aujourd'hui ? On n'est déjà plus vraiment propriétaire d'une voiture. C'est-à-dire que les entreprises à plus de 90% aujourd'hui sont en leasing, en location longue durée, pour éviter l'anglicisme. Pour Philippe. Merci. Et puis, c'est à cause de beaucoup de gueule de tout à l'heure. Plus de 50% des particuliers aujourd'hui sont en location longue durée ou en location avec option d'achat, ce qui est un peu des systèmes très proches. C'est bien, c'est en français aussi. Voilà. Et donc, nous voyons ce phénomène s'accélérer. Et il s'accélère pourquoi ? Parce que le prix des voitures augmente. Il augmente bien sûr à cause de l'électrique, mais ça c'est temporaire, mais surtout il augmente à cause de la sécurité, de toutes les normes qui sont imposées dans les voitures. Donc les voitures coûtent de plus en plus cher. La seule manière de les louer en respectant le budget, plutôt de les consommer en respectant le budget des consommateurs, c'est de les louer. Puisque là, on ne finance que la partie entre le prix et la valeur résiduelle en fin de location. Donc on reste dans des loyers beaucoup plus faibles, et ça donne l'opportunité sur ces loyers plus faibles de rajouter du service. Et aujourd'hui, dans la location longue durée, on vend entre 2 et 5 services, qui sont des services à valeur ajoutée pour le client, de l'extension de garantie, du contrat de maintenance, de la livraison à domicile. Tout ça, on le rajoute dans les loyers. Et pour finalement l'équivalent d'un crédit d'avant, on a une voiture qui est toujours récente avec des services. Et c'est pour ça que la location est en train de s'imposer, tant dans les flottes, ça s'est déjà fait, que chez les particuliers. Alors il y avait le salon automobile de Pékin, forcément tout le monde était sur place. Vous l'avez dit tout à l'heure, Xavier Oran, finalement le public du salon de l'auto n'est pas du tout le même public que notre salon de l'auto, où on est plutôt en moyenne cinquantenaire, plutôt masculin, et là c'est totalement disruptif en fait. Le contraste... être cinquantenaire et être masculin, c'est pas un défaut, faut-il le rappeler. Non, pas du tout. Non, non, c'était un clin d'œil. Calmez-vous. Prenez une petite camomille, ça va bien se passer. Mais effectivement, le contraste est hélas assez saisissant. Ouais. Je disais tout à l'heure que l'ambiance de ce salon de Pékin est un climat vraiment extraordinairement festif. On a l'impression de sortir d'un concert de la K-pop. C'était hallucinant quand même. C'est une réussite évidente. C'est une Chine qui célèbre sa puissance et qui récolte les fruits d'une stratégie qui a été parfaitement planifiée, exécutée, menée avec de manière tout à fait brillante, il faut le reconnaître, depuis en réalité maintenant 2 décennies. Et effectivement, sentir cette ambiance a quelque chose de très saisissant, parce que on comprend quelque chose d'absolument évident qui nous a
peut-être un peu échappé en Europe et en tout cas en France, c'est que l'automobile reste fondamentalement un bien culturel. Et donc, le ministre chinois au commerce, d'ailleurs, signalait le fait que, dans ses réussites, pour lui, les plus marquantes, le fait de voir une famille chinoise faire l'acquisition d'une voiture et de pouvoir partir en voiture avec sa famille, c'est un symbole de réussite tel qu'on l'a connu pendant les 30 Glorieuses. Alors après, évidemment, les cycles changent. On est dans des changements de cycle extrêmement profonds, mais on a eu peut-être un peu trop tendance à vouloir non pas faire une forme de wokisme, mais en tout cas d'oublier le fait que l'automobile fait partie de notre patrimoine et que c'est bien quelque chose que nous pouvons avoir aujourd'hui en commun avec la Chine. Nous, on fait des voitures depuis maintenant plus d'1 siècle. L'industrie automobile en Chine est extrêmement jeune, mais en moins de 3 décennies, ils ont pris une place en particulier sur le marché électrique, dont va nous parler Rémi, qui est absolument fondamental. Juste d'un mot, parce que Vincent parlait des prix entre l'électrique et le thermique. Ce que je retiens parmi beaucoup d'autres éléments, mais en tout cas c'est un élément d'enseignement très fort, c'est qu'ils sont quasiment arrivés à la parité de prix entre l'électrique et le thermique. Absolument. Tandis qu'en France, c'est pas notre cas, et ça pose un certain nombre de problèmes, puisque le différentiel de prix en France reste de l'ordre de 50 à 55%. Et c'est là où je voudrais faire un parallèle avec un plan en fait assez gaulien de la République populaire de Chine. C'est que dès le départ, dans leur planification, ils s'étaient dit il faut faire des voitures électriques parce que c'est une compétence que les Européens n'avaient pas acquise. On s'était spécialisé depuis plus de 100 ans, comme vous le savez, sur le thermique. Mais en revanche, on va faire des véhicules électriques abordables. Rémi Cornubert, alors, pardon Philippe, petit état des lieux forcément de ce marché qui a explosé en 20 ans depuis 2000. On sent que on est passé du rien au tout. Aujourd'hui, si on doit donner quelques chiffres sur l'automobile et la Chine, ce serait quoi ? D'abord, peut-être quelques compléments sur le salon. Moi, le salon de Pékin, je pense que c'est quand même un choc. Alors, pour compléter ce que disait Xavier, moi, ce qui m'a frappé, c'est que les gens aiment l'auto. En fait, et je trouve qu'on a un peu perdu ça en Europe. Peut-être qu'on leur répète pas à longueur de journée que l'auto c'est polluant, l'auto ça prend de la place en ville, l'auto c'est pas beau, etc. Et du coup, ça contribue, je pense, à l'ambiance qu'il y a dans le salon. Après, ils la voient différemment, parce que eux disent, on fait un portable et on met des roues autour, ce qui n'est pas du tout la même conception que nous. Après, c'est marketing. Une partie du marché qui dit ça, pas la totalité. Après, c'est le gigantisme. Imaginez-vous que dans un salon, il y avait 120 modèles nouveaux qui étaient introduits. 120. 1500 exposants. Donc c'était juste énorme. Et donc, un nombre de constructeurs incroyables. Moi, j'ai découvert des marques que je connaissais pas. Et d'ailleurs, qui n'avaient pas longtemps d'existence, qui venaient d'être créées cette année ou l'année d'avant. Et donc, je pense que ça marque les esprits. Alors oui, la Chine, c'est le résultat d'une politique planifiée depuis les années 2000. Et les Chinois, ils sont très transparents. Ils décident des secteurs dans lesquels ils veulent être leaders. Ils écrivent la stratégie dans les plans quinquennaux. Et puis, 20 ans plus tard, c'est devenu le premier marché du monde. C'est devenu le premier producteur de voitures au monde. C'est devenu le premier producteur de voitures électrifiées. Et donc, c'est sans appel. C'est une réussite exceptionnelle. Et le premier exportateur depuis l'année dernière devant le Japon. Exactement. La Chine, c'est un pays communiste, mais avec des entreprises privées. Quel rôle joue l'État dans l'industrie automobile chinoise ? Et ça, c'est un des paradoxes qu'évoquait Xavier. C'est cette espèce de dualité ou d'ambivalence. Il y a d'un côté un État qui planifie, qui donne des objectifs, qui met beaucoup d'argent sur la table, et vous voyez ce qui s'est passé avec l'enquête que fait l'Europe sur les subventions, et qui structure... Qui les a fâchés d'ailleurs. Et qui donne des objectifs. Mais d'un autre côté, on peut entreprendre, et donc on développe une économie de marché. On a des nouveaux acteurs qui entrent sur le marché, et qui viennent d'ailleurs souvent pas forcément du monde de l'automobile. Et il y a aussi une compétition féroce, pas seulement avec les pays en dehors de la Chine, mais au sein du marché chinois, la lutte, elle est féroce. Et le gouvernement laisse faire. Il y a un seul truc que le gouvernement n'a pas réussi à faire. Dans un des plans quinquennaux, ils avaient dit on veut une consolidation autour des grands acteurs chinois, qui à l'époque, si ma mémoire était bonne, c'était SAIC, FAW, Dongfeng. Ils n'ont pas réussi à le faire, parce qu'on continue à avoir des nouveaux constructeurs, des nouvelles marques.
Bon, hein, ils vont sûrement essayer de remettre ça sur la table. Je pense qu'il y aura une sélection naturelle parce que c'est pas évident d'être rentable dans l'industrie automobile. Donc il y aura une disparition, mais c'est quand même sans appel. Quand on s'appelle forcément groupe Crédit Agricole, la relation avec la Chine est primordiale, très, très importante, surtout quand vous déployez autant de mobilité. Quel est votre rôle justement avec ces constructeurs chinois, en passant forcément par la France peut-être? Oui, alors on ne le sait pas ou on ne s'en rappelle pas, mais le Crédit Agricole, au travers d'Indosuez, a un très long héritage en Chine. On a beaucoup de banques d'affaires qui sont encore présentes dans le pays. Et donc on a eu l'opportunité il y a 13 ans de devenir le partenaire bancaire du constructeur de Canton, qui s'appelle GAC, Guangzhou Automotive Corporation. Donc en Chine, les constructeurs sont par région. Il y en a un à Shanghai, il y en a un à Pékin. Nous, on est partenaire de celui de Canton. On est la seule banque européenne qui a une vraie banque avec un constructeur chinois. Donc nous sommes à 50-50, c'est une joint venture, pour faire plaisir à Philippe. Et une entreprise commune. Une entreprise commune que nous avons pour 13 ans et sur une durée très longue, une durée de 30 ans. Donc nous travaillons avec eux main dans la main pour financer les voitures qu'achètent les clients dans le réseau de GAC. GAC, c'est plusieurs marques. C'est la marque GAC, mais ils font GAC Honda, GAC Toyota. Ils ont une marque électrique qui s'appelle Aion, qui est le 5e constructeur électrique au monde, même si on le connaît pas en Europe. Ça nous donne une expérience dans le financement des voitures électriques qui est pour nous très importante. Et ils ont une marque haut de gamme électrique qui s'appelle Hyper. Donc vous voyez que c'est un seul constructeur, mais il a déjà 4 ou 5 marques. Donc ça c'est générique en Chine. Donc nous sommes la banque, en coopération avec GAC, nous sommes la banque de financement. Nous finançons les voitures des clients qui viennent les acheter dans le réseau GAC. Et nous finançons par an plus de 500 000 voitures avec eux. C'est une entreprise très importante, il y a plus de 800 personnes. C'est une entreprise importante. Et nous y apprenons comment fonctionne l'automobile chinoise, ce qui est une expérience pour nous extrêmement importante. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Et la suite aussi, de se dire que très bien, la Chine et l'Europe, ou la Chine ou la France, plutôt que s'opposer, et pourquoi ne pas coopérer? On va en parler dans quelques instants, tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on parle de Pékin 2024 avec cette délégation de Mobiliance et à peu près 90 leaders dans la filière automobile qui sont partis à Pékin et à Wuhan aussi pour rencontrer en tout cas le marché chinois. Xavier Oran est avec nous, délégué général de Mobiliance, Vincent Carré, directeur des services de mobilité Crédit Agricole Consumer France, et puis Rémi Cornubert qui est président fondateur de Strat Anticipation avec cette enquête, Philippe. Alors oui, une enquête de l'Union européenne sur les constructeurs chinois. Xavier Oran, quel est le problème? Qu'est-ce qui est reproché a priori, on est au stade de l'enquête, aux constructeurs chinois? Du dumping, des aides publiques, quoi? Moi, je suis très surpris. En réalité, par cette enquête, j'en comprends bien le fondement. C'est-à-dire que l'Union européenne, la Commission européenne, prend ces initiatives dans un objectif de protéger l'industrie automobile européenne, et on ne peut qu'être évidemment d'accord avec ce principe. Mais ce que je constate, quitte à être politiquement incorrect, c'est que cette enquête a été déclenchée à la seule initiative de la Commission européenne, d'une part, et d'autre part, elle se déclenche de manière, je trouve, particulièrement tardive, alors que tous les éléments, comme le disait Rémi tout à l'heure, étaient parfaitement, en réalité, connus et parfaitement documentés, à la fois pour les observateurs du marché automobile, mais aussi les différents gouvernements européens. Et donc, je trouve que cette initiative, elle vient vraiment à contre-temps, parce que en réalité, la stratégie du Green Deal qui a été décidée par la Commission au sortir du Covid, c'est une feuille de route, ça donne un cap stratégique, c'est vrai, avec une véritable ambition, c'est-à-dire une neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc là-dessus, la filière automobile y adhère totalement. La seule chose qui pêche, c'est que, pour le coup, on a agi de manière totalement différente par rapport à la stratégie chinoise. Quand la Chine, et c'est ce que disait Rémi tout à l'heure, décide d'un objectif, au-delà de l'objectif, il y a toute une planification qui s'opère autour, c'est-à-dire des études d'impact, c'est-à-dire réunir toutes les conditions du succès de cette stratégie. Autant de choses qui, malheureusement, et on l'a souvent dit, n'ont pas été faites par Bruxelles au moment où le Green Deal a été engagé. Sur les nouvelles énergies d'ailleurs, parce qu'ils sont... nous c'est que l'électrique, eux ils ont ouvert, Rémi, sur les nouvelles énergies. Oui, ils ont une approche très pragmatique. Au lieu de fixer des objectifs drastiques,
ils imposent en fait un pourcentage de véhicules électriques et hybrides qui augmente tous les ans, et les objectifs sont clairement définis. Ils font un point particulier sur les grandes villes, et ça va rejoindre le point qu'évoquait Vincent tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils veulent que les grandes villes soient majoritairement avec des véhicules électriques. Donc c'est très difficile d'immatriculer, quand c'est pas interdit, un véhicule à moteur à combustion, et les véhicules sont favorisés. Et puis limite aussi, dans certaines villes, il y a même des quotas sur les nouvelles plaques d'immatriculation par an, pour éviter la prolifération du parc automobile. Donc ils ont une politique très claire à long terme. À 360 degrés. Et donc quand ils voient que les objectifs sont atteints, ils les relèvent. Il faut pas oublier qu'aussi, et Jean-Pierre Raffarin l'avait très bien expliqué, il y a un sens de l'intérêt collectif. Mmh. Alors on peut discuter le gouvernement chinois, mais ils ont fait en sorte que, et si on voit les produits qu'il y avait il y a 15 ans ou 20 ans, ils ont fait des voitures pas chères pour que les ménages chinois puissent accéder à la mobilité. Parce que nous, on oublie qu'on est un marché de renouvellement depuis des années. Eux, c'était un marché de primo-accession, et c'était important que les citoyens puissent accéder. Et ils ont fait pareil sur l'électrique. Parce que sur l'électrique, les voitures électriques sont moins chères sur le segment des petites voitures que les voitures thermiques classiques. Sur le segment des moyennes, c'est à peu près équivalent. Et sur les grosses voitures, c'est encore 15%, 20% plus cher qu'un équivalent thermique. Est-ce que ça jetait un froid, Xavier, dans nos relations avec la Chine, en tout cas sur la filière automobile ? Bien sûr, parce qu'il a été dit, et dans les discussions officielles et plus confidentielles qu'on a pu avoir, oui, bien sûr, des explications sur la position de la France ont été tout à fait clairement demandées, parce que la France est présumée comme étant à l'origine, pour des raisons d'autonomie stratégique, de cette enquête déclenchée par la Commission européenne. Bon, donc c'est un contexte qui est effectivement compliqué, et j'espère que les visites officielles là, qui démarrent à partir de la semaine prochaine permettront de clarifier un certain nombre de points, parce que tout cela s'inscrit en fait dans le cadre d'une réelle difficulté au niveau de l'Union européenne à définir une stratégie commune, ne serait-ce qu'entre la France et l'Allemagne à l'égard de la Chine. On n'est pas du tout dans des positions comparables. Exactement. 30 à 40% parfois du chiffre d'affaires des constructeurs allemands sont encore réalisés en Chine. Mais comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup d'équipementiers français qui sont également présents sur ce marché. Donc les choses sont beaucoup plus complexes qu'on ne les présente. Et avec les chiffres que redonnait tout à l'heure Vincent et Rémi, plutôt qu'une confrontation et donc une fermeture de ces différents marchés, sans doute faut-il privilégier une troisième voie, qui est celle d'une coopération. Bien sûr. Et puis, tant qu'à faire, moi je préfère des usines chinoises qui s'implantent en France plutôt qu'en Hongrie. Oui, bien sûr, ou en Allemagne, oui, bien sûr. Ou en Allemagne. Ouais. Donc il y a une compétition intracommunautaire qui est là, d'où cette difficulté, pour de très nombreuses raisons, très complexes d'ailleurs, pour aligner une stratégie, mais de fait, l'Union européenne n'a pas réussi à faire une grande muraille qui puisse protéger les intérêts vitaux d'actifs stratégiques aussi essentiels que la filière automobile. Le monde avance, on a un concurrent et un compétiteur absolument extraordinaire face à nous. Eh bien, nous aussi, au niveau des Européens et des Français, nous devons relever le défi. Nous sommes des compétiteurs, mais pour cela, il faut travailler avec les Chinois, les comprendre, faire un certain nombre de coopérations. C'était un des buts de ce déplacement professionnel. Aujourd'hui, il y a 129 constructeurs en Chine. Au départ, il y avait beaucoup de fabricants étrangers. Quelle est la place des constructeurs étrangers, dont français évidemment, Peugeot, Citroën, DS, Renault, etc., sur le marché chinois? Alors, les constructeurs non chinois qui sont très fortement présents, il y a Toyota et Volkswagen, qui ont un leadership qui remonte à longtemps. Après, vous avez, dans le côté américain, vous avez GM et Tesla. Et côté coréen, il y a Hyundai, Kia qui sont quand même présents. Mais on voit que la part de marché des véhicules de marque, entre guillemets, occidentale est passée de 64% à 40% en 2023. Donc c'est une grosse chute. Et on voit que BYD est en train de ravir la première place du marché qui était chez Volkswagen, et puis que les autres suivent derrière.
Et donc, la bataille, elle est féroce aussi sur le marché chinois, quoi. Bien sûr. Les nouveaux entrants sur le salon de Pékin, par exemple, Xiaomi. Oui. Qui est l'équivalent chinois d'Apple. Mais vous avez vu la SU7 là, à 28 000 euros. Ce sont des voitures à 28 000 euros, oui. avec, si je ne me trompe pas, quasiment 80 000 commandes qui ont été prises en 48 heures. Un peu plus de 75 000 depuis la fin du mois de mars. Avec des dépôts non remboursables. Oui, bien sûr. Donc, vous voyez, l'appétence de ce marché de primo-accédants, ce marché d'équipement, avec une progression du pouvoir d'achat, en tout cas sur les régions littorales de la Chine, qui est aujourd'hui réelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que c'est la deuxième économie du monde, mais que en termes de parité de pouvoir d'achat, c'est en réalité la première économie aujourd'hui de la planète. Donc il faut avoir encore une fois conscience de tous ces chiffres et de la place tout à fait centrale que l'Empire du Milieu a acquis depuis quelques années. Est-ce que Vincent Carré, Crédit Agricole Consumer France, peut devenir un facilitateur justement pour ces échanges entre la Chine, parce qu'à un moment donné, il y a quelques marques qui sont déjà en Europe, qui vont arriver en France. Là, NIO qui a annoncé qu'ils arriveraient au mois de décembre, enfin avec des magasins. Est-ce que c'est votre rôle aussi de faciliter dans un sens et dans un autre? Alors en fait, nous on recense aujourd'hui plus d'une quinzaine de marques chinoises qui sont en train de s'installer en Europe. Oui. Donc ils ont déjà commencé un pays, deux pays dont on sait qu'ils vont arriver. Nous, notre rôle, il n'est pas de faciliter l'entrée de ces constructeurs, mais de financer les voitures que veulent acheter nos clients. C'est ça notre rôle. Il se trouve que les Chinois, la Chine est devenue le barrissant de l'automobile, on les connaît très bien. Ils ont pris de l'avance sur les véhicules électriques. Ils font, du fait de leur volume, 8 millions de voitures électriques produites l'année dernière en Chine, c'est-à-dire presque autant que le marché européen total. C'est fou. Donc ils ont pris, de par leur volume, ils ont baissé les coûts. Et ils arrivent avec des voitures qui sont compétitives et qui sont nécessaires aujourd'hui pour faire bouger les choses. Parce qu'on a besoin de passer à la voiture électrique pour des raisons de santé et des raisons d'écologie et d'émissions de CO2. On a besoin de le faire. Donc il est évident que nous allons financer une partie de ces voitures et que nous allons accompagner probablement une partie de ces constructeurs dans leur financement. Mais nous financerons toujours les voitures que veulent nos clients. Voilà. Mais nous pensons quand même que, compte tenu de l'avance qu'est en train de prendre la Chine, ces voitures vont arriver, c'est sûr, et qu'elles apporteront des choses et qu'elles feront bouger l'automobile dans le bon sens. Allez, on fait une petite pause, on verra dans quelques instants ce qui nous reste en fait, et ce qu'on peut apporter à la Chine, parce qu'on a aussi des choses, nous, en coopération à apporter. Ne rigolez pas, Rémi, on en parle dans un instant. Allez, petite pause. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai. En ce moment, chez Conforama, tout le monde gagne. Avec la télé TCL 139 cm QLED et sa plateforme Google TV intégrée à 479 €, soit 70 € d'économie. Et en plus, jouez à notre grand jeu et tentez de remporter un salon du supporter entièrement équipé d'une valeur de 3 800 €. Conforama. Jusqu'au 3 juin, jeu sans obligation d'achat, voire règlement en magasin ou sur conforama.fr. Sud Radio Nîmes 104.7. Sud Radio. Pour garder la forme, j'agis. Pour assurer ma santé, j'agis pire. Pour mon entreprise, j'agis. Pour assurer mon avenir, j'agis pire. Pour donner des soins, j'agis. Pour préparer ma retraite, j'agis pire. Pour mon logement, j'agis. Pour assurer mon emprunt. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Avec AJP, vous êtes assuré et associé. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. À tous les enfants qui savent que les carottes, ça ne rend pas forcément aimable, que les épinards, ça ne fait pas pousser les biscottos, mais que les betteraves, alors oui, ça fait faire pipi rose. Eh ben, mangez des asperges, vous verrez, c'est rigolo aussi. Jusqu'à samedi, Intermarché propose l'asperge blanche violette Origine France à seulement 6,49 € le kilo. Et tous les week-ends, vous avez 10% en avantage carte sur le rayon fruits et légumes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Calibre 16-22 mm, catégorie 1. Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, vous font des prix sur les nouveautés du moment ? Pas sur des nouveautés qui datent de vraiment trop longtemps. Jusqu'au 27 mai pendant l'opération C'est nouveau et c'est moins cher, profitez de 15% de réduction sur tous les portails standards et sur mesure. Oui, tous. 15%, même sur les nouveaux modèles de la gamme. Une offre comme ça, même chez la paire, il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Nous célébrons cette année le 60e anniversaire de l'amitié franco-chinoise, de la diplomatie. On en parle avec nos invités, Xavier Oran, délégué général de Mobiliance, Vincent Carré, directeur des services de mobilité Crédit Agricole Consumer France, et Rémi Cornubert, président fondateur de Strat Anticipation. Quand on voit effectivement qu'on fait le bilan de la mobilité en Chine, on se dit mais finalement nous, Xavier Oran, qu'est-ce qu'on peut leur apporter ? Quels sont qu'est-ce qu'ils viendraient chercher chez nous à part des clients, qu'est-ce qu'on a de plus qu'eux ? C'est une question qui est délicate. Qui est délicate. Oui. Je pense qu'elle se réglera par effectivement la culture. En tout cas, il ne faut pas pécher par arrogance. Je pense qu'on a eu une vision très, très arrogante, alors que l'industrie automobile mondiale, en quelques années, de manière en fait ultra rapide, s'est totalement métamorphosée. Toutes les cartes sont aujourd'hui rebattues. Il y a quelques années, Tesla était considéré comme non crédible. On l'oublie. Mais il y a quelques années en arrière, personne n'aurait imaginé Tesla à ce niveau-là. Les gens riaient même. Et les gens riaient. Les gens en plaisantaient dans certains cercles parisiens ou à Berlin ou ailleurs. Et vous en connaissez aujourd'hui les résultats. De la même manière, on n'a pas vu arriver la Chine. C'est une erreur totale. Nos dirigeants se connaissent, mais ce qui est important aussi d'essayer de faire, c'est que nos sociétés civiles se connaissent. C'était aussi un des buts de ce déplacement, c'est-à-dire que les entreprises, à notre niveau, les sociétés civiles et sur un plan plus culturel, comprennent les spécificités de l'un et de l'autre. Si l'avenir de l'automobile se fera à l'évidence pas sans la Chine, ce que nous voulons essayer de faire, c'est qu'elle ne se fasse pas non plus sans la France. Oui, c'est ça. Et on a notre carte à jouer parce que on a des entreprises de très grand talent, de très haut niveau. On est dans une guerre industrielle, commerciale, économique, et j'insiste sur ce point culturel, de très haute intensité. Et le génie français, il faut pas le mettre dans sa poche. Il faut reparler de compétitivité. Il faut reparler de compétences, d'attractivité du site France, de la réindustrialisation du pays, de la capacité de projection de nos équipes jusqu'à 10 000 km de Paris. Donc il faut pouvoir reprendre pied. Je vois que Stellantis a par exemple mis en place un partenariat avec Leapmotor en prenant 51% de contrôle avec des premières voitures qui devraient arriver, je crois, à partir du mois de septembre. Donc je pense qu'on est dans un moment très particulier où à la fois l'intensité, la vitesse et l'amplitude des changements sont telles qu'il faut aborder les choses avec beaucoup de recul et beaucoup d'humilité. Je pense que notre pays, qui est un des pays co-inventeurs de l'automobile, n'a pas dit son dernier mot, mais à plusieurs conditions, c'est-à-dire que notre puissance publique doit écouter réellement ce que disent les industriels, ce que disent les distributeurs, les réparateurs et les clients qui attendent un certain nombre de choses, à commencer par le prix dont on parlait tout à l'heure, et puis des emplois. Donc je pense qu'il faut être pragmatique, il ne faut pas pécher par idéologie, il faut comprendre la Chine qu'on voit comme idéologique, alors que Vincent et Rémi nous disent, à juste titre depuis tout à l'heure, qu'en fait ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Comme le disait Mao, je ne suis pas maoïste loin de là, mais sa citation est assez bonne. Le grand timonier de Mobiliance quand même. Non, il y a un président pour cela, mais Mao disait ceci, c'est assez caractéristique de la philosophie chinoise, peu importe que le chat soit blanc ou noir, du moment qu'il attrape des souris. Oui. Et nous avons en France un haut commissariat au plan. Où est-il ? Que fait-il ? Pour préparer les conditions du succès, de manière au moins aussi planifiée et pragmatique que ce que les Chinois ont réussi à faire en l'espace de 20 ans. Donc la France a la capacité de rebondir, mais pour cela, il ne faut pas s'enfermer, comme je disais tout à l'heure. C'est l'ouverture qui permet d'enrichir et de stimuler l'innovation. Et de ce point de vue, en termes d'innovation, on a des industriels, des pétroliers, des équipementiers, des patrons d'entreprise, des capitaines d'industrie, comme on le disait à l'époque de Pompidou, qui sont là. Et je pense qu'on ne manque ni de courage, ni d'audace, ni de volonté. Mais il faut bouger. Il faut se réveiller.
Quand on vous pardon, allez-y. Non, je voulais parler d'audace parce qu'il y a quelque chose sur lequel j'aimerais approfondir un petit peu avec Vincent Carré, un directeur des services de mobilité Crédit Agricole Consumer Finance. C'est juste de dire l'autopartage aussi, parce qu'on parle de la Chine en disant que finalement il y a un équilibre, il y a une équité et l'automobile est aujourd'hui une libération, forcément, c'est la liberté de plein de choses. Et l'autopartage, et je trouve ça tellement intéressant que vous déployez dans les territoires aujourd'hui pour que tout le monde, finalement, puisse avoir accès d'une manière ou d'une autre à une voiture. J'aimerais bien que vous nous en parliez 2-3 minutes. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de voiture aujourd'hui comme si l'accès à la voiture était évident. Non. Mais même en France, il n'est pas évident. Et nous sommes la banque des territoires, c'est clair. Nous avons 39 caisses régionales sur le territoire français qui sont toutes focalisées sur 1 ou 2 départements. Et nous savons, par les remontées de nos clients, nous avons plus de 50% des habitants des territoires ruraux sont les clients du Crédit Agricole. Nous savons que l'accès à la voiture, il est difficile. Il est difficile du fait de son prix. Et inégal. Et en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est dans les territoires ruraux qu'il y a le moins de voitures, alors que c'est là qu'il y en a le plus besoin. Il y en a moins qu'en ville, ce qui est quand même paradoxal. Et puis, deuxièmement, c'est là qu'il y a le moins de voitures électriques, rapport à l'argent, aujourd'hui. Donc, en fait, le fossé est en train de s'aggraver entre les villes et les territoires ruraux. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on ne fait pas de l'autopartage là où il y en a le moins besoin. Là, il y a tellement de solutions de mobilité, c'est-à-dire en ville, on le fait dans les territoires ruraux. Et on a monté une première opération à Fayence, à 70 km de Nice, dans les contreforts de l'Estérel, qui est une région magnifique. Une communauté de communes. Exactement, une communauté de communes d'à peu près 10 communes et 30 000 habitants, 9 communes exactement. On a mis la plus grosse opération rurale de France, d'autopartage. On a 15 voitures, oui, ça a l'air petit comme ça, mais c'est un vrai impact. On a des voitures utilitaires, on a des minibus, on a 2 minibus électriques qui permettent de... On en a une ici aussi. Ouais, voilà. Il n'y a que moi qui ai le droit de la faire. Je n'avais pas vu venir, Philippe. Elle est plutôt thermique. Et on a des véhicules aussi particuliers. Et ces véhicules, ils servent à aller à la déchetterie, ils servent à aller en ville, ils servent à partir en week-end, ils servent à véhiculer les clubs sportifs. On a mis que des voitures électriques parce qu'il n'est pas question de traiter moins bien en termes d'émissions de particules ou en termes de pollution les territoires ruraux. Et l'opération est formidable. On a déjà plus de 450 clients sur une communauté de 30 000 habitants. C'est comme génial. Si à Paris, on avait déjà 50 000 clients. Vous voyez, c'est à peu près ça l'équivalent. Le rapport, oui. Le rapport. Donc, c'est une opération magnifique. On est en train de négocier avec d'autres communautés de communes pour la généraliser. Il y a en France 300 à 350 communautés de communes qui n'auront pas de solution de transport. C'est pas nous qui le disons, c'est le ministère des Transports. Ils n'auront pas de transport public parce que c'est trop loin, c'est trop cher. Et donc, c'est notre cible. 12 à 15 millions d'habitants qui seront en difficulté en termes de mobilité. Et nous espérons, alors on ne pourra pas tout faire tout seul, mais on espère créer un mouvement pour généraliser ce type de phénomène. En tout cas, on va en faire quelques-uns. En tout cas, voilà, je voulais en parler, c'est important. Rémi Cornubert, quand je vous entends parler du salon de Pékin, j'ai l'impression que la Chine, c'est l'avenir de l'automobile quand l'Europe, c'est le passé. Je me trompe ? C'est peut-être une vision un peu caricaturale. Un peu radicale. Oui. Je pense que la bataille, elle est pas perdue, mais il faut être réaliste. Et puis il faut pas. Enfin, on a ignoré. On n'a pas cru aux Japonais, on n'a pas cru aux Coréens, on n'a pas cru à Tesla, on n'a pas cru aux Chinois. Donc, pour revenir sur les atouts qu'on a aussi, bon, il faut pas oublier que l'Europe, c'est quand même la patrie des véhicules premium et haut de gamme, parce qu'il y a un savoir-faire, on maîtrise beaucoup mieux la qualité que les autres constructeurs non européens. Les Japonais ont essayé d'atteindre le niveau de qualité perçu des marques allemandes, ils y sont pas encore arrivés, et on voit qu'on a un décalage avec les produits chinois encore. Il y a la technologie qui est clé. Donc Xavier évoquait nos équipementiers. Quand on regarde Valeo, c'est un portefeuille de technologie pour l'automobile qui est incroyable. D'ailleurs, ils sont très présents en Chine. Ils ont eu une histoire de 30 ans. Ils fêtaient leur anniversaire. Donc c'est sur ça qu'il faut capitaliser. Et puis il faut être réaliste, c'est-à-dire que je pense pas qu'on doit rentrer dans une guerre ouverte avec la Chine, mais il faut demander qu'il y ait des règles du jeu qui soient équilibrées. Et faire pour titiller Philippe. Pour que tout le monde s'y retrouve. Il nous reste 30 secondes. Xavier Oran, le mot de la fin. Un espoir aussi pour ce contrat de filière qui devrait arriver. Tout reposera sur la culture. La culture française est puissante. Et il y a des liens qui peuvent être extrêmement féconds avec la Chine sur les prochaines années. Il y a un contrat de filière qui va être effectivement signé lundi prochain. Il a été préparé par la plateforme automobile Immobiliance. Ça fixe le cap stratégique pour la filière automobile française jusqu'à la fin de ce quinquennat.
il fera l'objet de nombreux commentaires à partir de lundi. Ce que je retiens, c'est qu'on est évidemment dans un virage qui est en forme d'épingle à cheveux. Comme je le disais tout à l'heure, le changement, il est radical, il est rapide, il est d'une amplitude inégalée dans un contexte géopolitique et concurrentiel qui est extrêmement fort. Donc il faut rester soudé, réaliste, comme vient de le dire Rémi, et en même temps très proche des territoires, comme l'a dit Vincent, parce que sinon on prend un risque immense de créer une rupture, un fossé qui peut s'élargir dans l'accès à la mobilité. Et la mobilité, ne l'oublions pas, c'est un bien culturel et c'est le véhicule le plus puissant en termes de liberté. Et ça, de ce point de vue, ce serait dommage que les Chinois le comprennent mieux que les Français. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Xavier Oran, délégué général de Mobiliance, Vincent Carré, directeur des services de mobilité, Crédit Agricole Consumer Finance, et puis Rémi Cornubert, président fondateur de Strat Anticipation. On aurait pu discuter avec vous encore pendant des heures, mais malheureusement, voilà, il faut qu'on rende l'antenne à 20h, évidemment. Le flash juste après le meilleur de Sud Radio, mais tout de suite Sud Radio à votre service, à demain 17h.